Alors, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Il y a Najwa qui nous a rejoint et qui... On va attendre donc le visage de Najwa qui s'affiche. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Voilà, elle arrive aussi. Bonsoir Najwa. Bonsoir Alors, Simone. est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tous ceux qui sont là peuvent nous dire si ça va au niveau de l'audio? Pour moi aussi, je t'entends bien. Voilà, donc merci beaucoup déjà à Najwa d'avoir accepté ma proposition de live ce soir. Merci à tous ceux qui voilà qui sont intéressés par ce sujet, qui sont là également ce soir pour parler de troubles du comportement alimentaire. On va rester donc à peu près une heure ensemble et on va donc, enfin je dis on va, mais c'est plutôt Najwa qui va parler de ça, vu que c'est elle la spécialiste dans voilà dans ce sujet. Je vais bien sûr donner la parole à Najwa dans quelques instants, mais avant de commencer, donc comme je l'ai dit, on va rester ensemble donc à peu près une heure. Vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin à Najwa. Elle va bien sûr se présenter. De quoi on va parler ce soir? On va parler des différents troubles, des différents, voilà, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, on n'est pas en train de parler d'un seul profil. Il y a grosso modo donc trois profils que Najwa va nous expliquer brièvement ce soir. Et surtout, on va parler de la place du sophrologue dans ce type d'accompagnement. Est-ce que le sophrologue peut tout seul s'occuper, venir à bout d'un trouble du comportement alimentaire, ou est-ce qu'il a nécessairement toujours besoin du psychologue? Est-ce que c'est le psychologue qui envoie vers le sophrologue? Enfin, voilà, on va un peu parler de ces deux rôles-là, psychologue et sophrologue. Et Najwa va également nous parler de quelque chose d'assez intéressant, qui est le fait d'avoir fait le choix déjà de se spécialiser évidemment, mais de spécialiser sa communication. C'est-à-dire que si vous suivez Najwa sur Instagram, et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire, vous allez remarquer qu'elle parle uniquement de troubles du comportement alimentaire. Elle ne parle pas de la grossesse, elle ne parle pas des acouphènes. Elle a fait le choix donc de spécialiser sa communication et elle va nous dire si c'était un choix qu'elle vous conseille, si c'était une bonne chose à faire, si elle a perdu des clients au passage ou pas. Donc voilà un peu les différents sujets qu'on va aborder ce soir. Pour les personnes qui sont déjà abonnées à la plateforme Sopho Continue, sachez que j'ai publié hier donc un atelier qui a été fait par Najwa qui était vraiment très très bien, très riche. Moi, ça m'a fait découvrir énormément de choses parce que c'est absolument pas un sujet que je connaissais. Enfin, je suis loin d'être une spécialiste, mais grâce à cet atelier donc que Najwa nous a fait, je connais déjà un peu plus. Donc pour les abonnés, sachez que c'est disponible depuis hier. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez toujours aller regarder sur le site donc www.sophocontinue.com. Voilà comment on fait pour s'abonner si cela vous intéresse. Voilà, donc je vais laisser la parole à Najwa et je vais tout d'abord te demander de te présenter. Donc qui es-tu? D'où tu viens? Alors, bonsoir à tous. Merci Simone pour cette opportunité et cette chance de pouvoir communiquer un peu plus sur les troubles alimentaires. Donc, je suis Najwa, je suis sophrologue et je suis, comme vous l'avez compris, spécialisée dans les suivis des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, donc avec l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Voilà, moi j'habite à Lyon, en région lyonnaise. J'ai mon cabinet dans l'ouest lyonnais et je fais des suivis en téléconsultation également. D'accord. Et tu as été formée dans quelle école, donc à la sophrologie? Alors, pour la sophrologie, ma formation initiale, c'est l'IFS Mhm. et j'ai fait ma spécialisation avec Coralie de Grado pour les troubles alimentaires. Oui, alimentaire, donc avec Coralie. Avec... Super. Euh, alors justement, pour commencer, Najwa, je vais te demander de nous présenter, alors brièvement, alors tout ce qu'on va dire ici, bien sûr, ce sujet, il est hyper vaste. Donc Oui. l'idée ici ce soir, c'est de vous permettre d'avoir un meilleur aperçu. Mais évidemment, ça n'a rien d'exhaustif. Hein, donc là, je vais te demander de nous parler brièvement des trois profils. Évidemment, il y aura encore beaucoup plus de choses à dire. Mais voilà, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, on est en train de parler de qui, de quoi? Alors, déjà, il y a trois troubles alimentaires, enfin, il y a plus que trois troubles alimentaires, mais les plus connus,
sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. L'anorexie, c'est un trouble alimentaire de type restrictif, c'est-à-dire que la personne va de manière assez volontaire au début se couper de son alimentation par stratégie, va tomber dans une sorte d'hyper-contrôle de ce qu'elle mange, de ce qu'elle fait, de comment elle vit en général. Voilà, et son corps qui va s'altérer au fur et à mesure de sa perte de poids. Donc voilà, on est vraiment dans un type restrictif avec l'anorexie. La boulimie, on est dans un type compulsif, c'est-à-dire que la personne va avoir des grosses compulsions alimentaires. Et les critères diagnostiques, ça va être des grosses prises alimentaires sur moins de 2 heures, au moins 2 fois par semaine, et ce pendant 3 mois. La boulimie va chercher, la personne qui souffre de boulimie va chercher à compenser, c'est-à-dire à évacuer les calories qu'elle aura ingérées par des méthodes de compensation que je vous explique dans l'atelier. Et l'hyperphagie, on a le même procédé dans les crises de compulsion alimentaire, sans stratégie de compensation pour éliminer justement les calories qu'elle aura ingérées. D'accord. Et donc, voilà, donc ça il y en a d'autres, hein, comme tu nous as dit. Donc ça, c'est grosso modo les 3 les plus connus. C'est les 3 personnages, donc personnages entre 50 guillemets, que tu as l'habitude de voir donc dans tes consultations. Ce serait intéressant donc que tu nous expliques quelle est, avant de parler de la place de la sophrologie, donc finalement de comment le sophrologue peut aider ces personnes-là. Quel est le type d'accompagnement qu'on peut proposer. Quelle est la place du psy aussi? Est-ce que des psys t'envoient ces personnes-là? Est-ce que c'est obligatoire qu'il y ait un suivi psy à la base? Quel est le rôle du psy? Alors déjà, il faut savoir que même l'HAS, la Haute Autorité de Santé, recommande un suivi pluridisciplinaire dans le cadre des TCA. C'est tellement complexe que ça demande vraiment un suivi diététicien, nutritionniste, médecin spécialiste, psychiatre, méthode psychocorporelle, que ce soit la sophrologie, la psychomotricité, et bien entendu la psychothérapie rentre même, je dirais, en priorité avant la sophrologie. D'accord. Donc le psy va être prioritaire. Et d'après toi, alors tu n'es pas prioritaire de nous, oui. Alors, en tout cas, de mon point de vue, oui. Et en fonction aussi de la personne, parce qu'il peut y avoir des personnes qui restent en suivi psychothérapeutique et qui n'ont pas vraiment de problème psychologique et qui restent à faire un suivi sans trouver le pourquoi de son trouble alimentaire. Donc c'est vraiment très aléatoire. Mais on va dire de manière schématique, généralité, effectivement, la psychothérapie serait, à mon sens, prioritaire sur la sophrologie dans un premier temps. Dans un premier temps. Et est-ce que tu peux, alors tu n'es pas psychologue toi-même, mais est-ce que tu peux dire un peu, pourquoi est-ce que tu es de cet avis-là? Pourquoi est-ce que tu penses que la psychothérapie serait prioritaire à la sophrologie, en tout cas au début et pour la plupart des personnes? Alors, pareil, hein, on va faire beaucoup de généralités ce soir. On a en fait des profils qui reviennent avec des personnalités. On a vraiment, quand on souffre de troubles alimentaires, on a une identité qui est assez fragmentée, qui est assez troublée, qui est assez... et autour de cette identité, s'est formée une personnalité. Et c'est là où les psychologues peuvent mieux cerner qu'un sophrologue pour pouvoir accompagner, mettre en lumière justement comment le psychisme s'est mis, comment le comportement s'est mis en place du fait de cette identité troublée, du fait de cette personnalité qui est autour. Voilà, j'en parle beaucoup pendant l'atelier, qui s'est
on va dire, dessiner autour de cette identité, les psychologues auront plus d'impact que nous, sophrologues, qui avons une méthode par laquelle on passe par le corps, nous. D'accord. Donc, ce que tu disais effectivement dans l'atelier, c'est que le trouble du comportement alimentaire, il est finalement un symptôme de quelque chose d'autre. De très profond, ouais. Et que il faut passer par la case, alors souvent, la plupart du temps en tout cas, passer par la compréhension de ce que c'est pour s'attaquer réellement à la cause. Et ça, c'est le rôle des psys, que nous, on va pas nécessairement aller directement, on n'a pas les outils pour faire ça. Donc, ça, c'est le rôle. Oui, vas-y, pardon. Mais par contre, si mes souvenirs sont bons, en formation initiale, on nous invite vraiment quand on fait des accompagnements de type pathologique comme les phobies ou les troubles alimentaires, de suivre ces personnes à condition qu'ils aient un suivi psy. Alors moi, je ne fonctionne pas vraiment comme ça parce que Alors dis-nous justement comment tu fais. En fait, on se rend compte dans la réalité du terrain, de la vie des personnes qui viennent nous rencontrer, qu'elles ont vu tellement de personnes, tellement de psy, elles ont essayé tellement de méthodes, elles ont essayé tellement de choses, que si elles viennent passer la porte de notre cabinet ou en téléconsultation, c'est qu'elles ont encore un petit espoir pour s'en sortir. Donc, on ne peut pas leur fermer la porte en leur disant bah non, tant que vous n'avez pas un suivi psy quelque chose, je ne viendrai pas à votre aide. C'est un petit peu compliqué. Donc, en connaissant bien les troubles alimentaires, quand on est spécialisé, je pense qu'on peut se permettre au moins un début de suivi en précisant nos limites en tant que sophrologue, voilà, et s'il y a émergence de trauma, s'il y a émergence de choses qui ne sont pas de notre ressort en tant que sophrologue, indiquer à la personne qui vient nous voir, et ben là, ce serait l'occasion justement d'aller voir un psychologue pour aller plus loin que ce que je peux vous apporter moi aujourd'hui. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, c'est pas une exigence. Enfin, tu n'exiges pas des personnes voilà, parce que très souvent elles l'ont déjà fait. Tu n'es pas. En général, quand on a un trouble du comportement alimentaire, d'après ce que je comprends, le sophrologue, c'est pas la première porte à laquelle on frappe. Toi, t'es la première porte à laquelle cette personne. Et comme je disais, il y a des personnes qui passent par la case psy et qui vont rester des années à chercher le pourquoi. Et se rendre encore plus en difficulté parce qu'il peut ne pas y avoir de pourquoi. Donc, elles viennent un peu dans un état d'urgence pour trouver un comment je peux vivre mon corps, comment je peux me reconnecter à moi. Et c'est tout ce qu'on va apporter en sophrologie pour pouvoir justement se sentir, apporter un petit peu d'apaisement aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Donc, toi, tu vas pouvoir accompagner ces personnes-là en étant clair sur les limites de la sophrologie et en mettant en garde sur le fait que si ça éveille effectivement des traumas, des choses, là, c'est hors de ton champ de compétences de pouvoir accompagner ces éventuelles conséquences. C'est ça? C'est ça. Parfait. Donc, je pense que j'ai compris. Alors, ça, c'est le rôle du psy. Donc, il est là pour nous dire éventuellement pour leur dire éventuellement le pourquoi du comment. Et le rôle du sophrologue, justement. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement? Comment la sophrologie peut soulager ces personnes-là? Quelles sont leurs demandes souvent? Voilà. C'est une question hyper vaste, mais on va essayer de... Oui, c'est une question très vaste. Alors, tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais en tout cas, dans une première intention, nous, on va revenir au corps. On est une méthode psychocorporelle. On passe par le corps pour avoir des prises de conscience de ces ressentis, de ces sensations, de l'éprouver, de tout ce qui se passe dans le corps. Mais avec ce type de public, c'est un petit peu casse-figure, casse-gueule d'y aller d'emblée parce que ce sont des personnes, notamment avec l'anorexie, qui se coupent volontairement de leur ressenti, se coupent de leur corps. Donc, c'est très particulier. Ça demande du temps, ça demande de la compréhension du trouble alimentaire ou avec des personnes qui souffrent de compulsions alimentaires qui viennent de manière très schématique
étouffer leur ressenti par ces prises alimentaires pour ne pas ressentir, pour ne pas éprouver toutes ces sensations. Nous, il faut qu'on trouve voilà, des méthodes, des stratagèmes pour justement y aller en douceur et revenir au corps pour, voilà, pour sentir, sentir, c'est ressentir, ressentir, c'est vivre et laisser ce vivant circuler en soi pour se sentir vivant d'une autre manière que le trouble alimentaire propose. Donc, c'est effectivement revenir au corps. Quels sont leurs... alors, évidemment, je pense que les gens viennent pas te voir en disant je voudrais faire de la sophrologie pour revenir à mon corps. Quels sont, voilà, grosso modo, qu'est-ce que, quand tu leur demandes, enfin voilà, pourquoi est-ce que vous voulez faire des séances de sophrologie, voilà, quelles sont les demandes de ces personnes-là, de ces publics-là? Alors, ce qui est très, pour l'instant, hein, j'ai pas non plus une expérience qui est significative pour que ce soit voilà, très significatif, mais en tout cas, l'anorexie, la demande vient souvent de l'extérieur, hein, enfin d'une personne, d'un compagnon, d'un parent, donc ça reste différent. Les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires, c'est de comprendre, elles comprennent pas pourquoi elles ont ces crises. Elles comprennent pas ce qui se passe dans leur corps. Quelque part, il y a aussi une part de psychoéducation quand on les reçoit, alors voilà, de leur expliquer, voilà, de leur expliquer comment et pourquoi elles en arrivent à faire des crises de compulsion alimentaire, potentiellement, hein, parce qu'on n'a pas les réponses non plus. Mais voilà, essayer de faire un petit peu de psychoéducation et ces personnes-là, leur demande, c'est souvent de plus, voilà, de trouver d'autres stratégies pour vivre leurs émotions, pour vivre ce qui est très intense dans leur corps. Et là, on peut vraiment apporter de la douceur à ces personnes, mais sans tomber dans je chasse la pulsion alimentaire, je chasse la compulsion alimentaire. C'est pas du tout la réalité qu'elles vivent. Alors, elles viennent, donc d'après ce que tu dis, dans ce que tu dis, il y a quand même enfin, une envie de mettre fin à ces évidemment, mais ils sont conscients que ces crises sont là pour une raison qui est émotionnelle à la base. En général, quand les gens sont face à toi. Oui, je pense qu'il y a quand même conscience de ça. Hein, elles le ressentent. Différemment à l'anorexie ou qui est coupée du corps, les personnes qui souffrent de boulimie, d'hyperphagie ressentent, justement, elles ont peur de ressentir. C'est très très fort. C'est des personnes qui sont hyper émotives et c'est tellement intense, tellement violent que elles s'en coupent avec ces... Entre autres, hein, c'est très 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 schématique ce que je dis, mais voilà. Et du coup, ce que tu dis, c'est que proposer un accompagnement, bon, ok, je vais vous proposer un accompagnement sur 12 séances, 14 séances, je sais pas combien, pour chasser ou pour gérer ou pour maîtriser la pulsion, ça fait pas du tout partie de ce que tu fais. Tu fais absolument pas ça. Puis comme j'ai été formée, dans mes spécialisations, on va à la rencontre de ce qui se passe en dessous du trouble alimentaire. Parce que chasser la pulsion, en fait, on n'est pas du tout dans la réalité de la personne qui vit cette pulsion alimentaire. Ce week-end encore, je regardais un reportage d'une personne qui vivait 4 crises de compulsion alimentaire par jour. C'est-à-dire qu'il y avait une crise de compulsion alimentaire qui dure jusqu'à 2 heures. Donc, si on multiplie donc pendant 8 heures, elle ne fait que ça. Donc, venir proposer de souffler sur une pulsion alimentaire ou c'est juste pas du tout dans la réalité que vivent ces personnes. Et c'est pas intéressant en fait. Ces pulsions alimentaires, elles sont là pour indiquer qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Et alors justement, parce que ce qu'ils veulent, c'est quand même ça. Je fais un peu l'avocate du diable, mais je comprends évidemment ce que tu veux dire par là, mais c'est quand même ce qu'elles veulent. Ils aimeraient bien, je pense, quand ils viennent frapper à ta porte, d'autant plus que, comme tu l'as dit au début, c'est déjà peut-être la 5e, la 10e personne qui vient le voir. Bah, ce qu'ils veulent, c'est arrêter d'avoir ces pulsions-là. Et pour autant, c'est pas le type d'objectif que tu vas proposer à ces personnes-là. Parce que justement, si on leur apporte déjà nous-mêmes en tant que
praticiens du bien-être ou thérapeutes, si on leur apporte un regard différent sur leur crise de compulsion alimentaire, déjà, elles vont changer de regard sur leur propre crise de compulsion alimentaire. Alors, je dis pas que ça sera du jour au lendemain, mais de leur dire que quelque part, c'est une chance que votre corps vous envoie ce signal-là. Alors, ça fera peut-être pas écho tout de suite à ces personnes, mais déjà, si nous, on leur apporte un regard différent, ça ouvre une porte à ces personnes pour qu'elles-mêmes, elles ressentent les choses de manière moins violente parce qu'elles se dégoûtent après les crises de compulsion alimentaire. Elles se détestent, elles vont prendre des douches, elles vont. Donc, si nous, on leur offre un regard un peu plus doux sur ces crises de compulsion alimentaire, elles changent, elles aussi, le regard sur ces crises. D'accord. Donc, d'après ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que tu vas pas t'attaquer directement à la pulsion, maîtriser, chasser, etc. C'est pas ce que tu fais. Mais tu vas peut-être essayer de travailler sur ce qui peut potentiellement être à l'origine de cette pulsion, c'est-à-dire des choses plutôt d'ordre émotionnel. Voilà. On va un petit peu travailler la gestion des émotions. On fait des rencontres un peu plus loin que la sophrologie. Hein. Comme j'étais formée avec Coralie, on fait des rencontres intérieures, on fait des rencontres avec le corps, on fait vraiment, on va un peu plus loin que la sophrologie, ce qui nous permet justement de ne pas se limiter à ce symptôme qu'est la crise de compulsion alimentaire ou la restriction alimentaire chez la personne qui souffre d'anorexie. D'accord, donc effectivement, c'est quelque chose d'un peu plus profond que tu proposes et qui va peut-être plus à l'origine du problème pour que cette personne d'elle-même, elle change de point de vue par rapport à cette problématique. C'est une ouverture de la conscience, comme en sophrologie, sur et on apporte plein d'autres choses. Ces personnes, les personnes qui vivent de troubles alimentaires, anorexie, boulimie ou hyperphagie, leur vie s'articule qu'autour de ça. Donc, nous, avec nos méthodes de sophrologie, on peut leur montrer qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a des moments qu'elles peuvent apprécier aussi. Et ça, c'est tout nouveau pour elles. Même un petit retour au corps, ne serait-ce que très bref, c'est un havre de paix pour les personnes qui sont en souffrance. Vraiment, ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Ok, donc effectivement des choses qui sont, voilà, on s'attaque pas frontalement à la chose, mais on prend un peu par les côtés pour que d'elle-même elle puisse vivre les choses différemment. Et tu m'as dit brièvement, tes accompagnements donc sont assez différents, enfin c'est de la sophrologie évidemment, différents par rapport à ce que ce que tu as pu apprendre à l'IFS. Et je pense qu'en termes de longueur aussi, tu n'es pas dans les accompagnements qui font 8 à 12 séances ou quelque chose comme ça. Donc, tu peux parler un petit peu plus de la longueur de tes accompagnements, enfin en moyenne évidemment. Pourquoi c'est comme ça? En moyenne, alors là, j'ai des suivis que j'ai commencé il y a plus d'1 an. On va dire que si je vois les personnes une fois par semaine, ces mêmes personnes sont suivies par des psys, des nutritionnistes, etc., il faut minimum 6 mois. Mais je dirais c'est vraiment un minimum. Et quand tu dis 6 mois, c'est des personnes que tu vois toutes les semaines? Oui. Et qui ont un suivi à côté. Sinon, ce sont des suivis qui sont longs. Parce que c'est justement ce processus que tu disais, voilà, on s'attaque pas frontalement à la chose, et puis c'est plus, c'est plus efficace, on va dire comme ça. Nous, on passe par le corps, donc quand on propose à une personne qui souffre d'anorexie, qui est complètement déconnectée, qui ne ressent rien, il faut du temps pour ressentir un tout petit quelque chose. D'accord. Et quels sont les, dans les très grandes lignes, quels sont les retours que ces personnes te font sur les accompagnements? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que voilà. Alors, pour les personnes que je suis pour l'instant depuis plus d'1 an, j'ai pas l'impression que ce soit trop long. Non, j'ai pas cette impression. Non, j'ai pas cette impression.
Alors, bien sûr, en espace, parce que c'est vraiment des personnes qui ont des suivis qui sont très lourds. Elles ont des fois, elles ont de la kiné, Oui. elles ont des nutritionnistes, les médecins spécialistes, elles ont tout un tas de praticiens autour d'elles. Mhm. Et effectivement, ça peut être long. J'ai eu des suivis qui se sont arrêtés parce que la sophrologie n'était plus une priorité Mhm. dans tous. Ce que Ça je a veux commencé à aller mieux et bon, ben, dire. la personne a décidé d'arrêter parce elle en pouvait plus. Mhm. Mhm. C'était trop. D'accord. Et ça se comprend, ça se comprend. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter justement par rapport à à la place du sophrologue, à la place du sophrologue par rapport au psy? Tu nous as dit que d'après toi, pour la plupart des personnes, en tout cas au début, la place du psy est prioritaire, mais il y a quand même un retour encore à faire avec la sophrologie. Tu as d'autres choses à nous dire par rapport à ça pour compléter le rôle du psychologue? Alors, vraiment, la sophrologie, alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont envie de se spécialiser. C'est une thématique qui est complexe, hein. Mhm. Il faut être un petit peu armé et surtout être spécialisé, hein, parce que je pense que c'est une des problématiques qui passe nécessairement par la spécialisation, à mon sens. La sophrologie, elle a toute sa place parce que le corps a besoin d'être vécu, a besoin de sentir, a besoin de ressentir, a besoin des personnes qui ont peu conscience de soi, avant même d'avoir connaissance de soi. Donc, ce qu'on peut leur apporter en sophrologie, c'est juste immense. Mhm. Après, il y a tout ce qu'on peut leur apporter sur, voilà, à travers les valeurs, là, ce sont des personnes qui sont en quête existentielle. Donc, Mhm. voilà, on a tout. Je suppose qu'il y a beaucoup de sophrologues qui nous regardent. On a Mhm. tout un tas de techniques justement pour travailler sur les valeurs. Donc, vraiment, on a toute notre place en tant que sophrologue pour les aider ces personnes. Et Mais à condition. d'être spécialisé, je pense. Parce Oui. qu'on peut, en fait, on peut aller complètement à l'encontre, leur faire du mal, en fait, hein, sans s'en rendre compte, mais Mhm. vraiment. C'est ça euh, que j'ai trouvé super intéressant et je pense que ça permet effectivement de rester humble quand on est sophrologue ouais. parce que c'est ce que je disais je pense, le dernier post que j'ai fait sur Instagram. Moi, voilà, j'ai pas eu des personnes qui avaient des troubles alimentaires qui sont venues vers moi. Enfin, j'ai accompagné des personnes qui voulaient perdre un peu de poids, enfin, qui avaient peut-être une relation un peu addictive, entre guillemets, avec le sucre, etc. Donc, on n'est pas dans une pathologie. Mais je me rendais pas compte de tout ce que tu as raconté dans l'atelier sur le fait que voilà, ce n'est pas et combien ça peut être néfaste justement d'aller directement à chasser la pulsion par exemple, alors que la pulsion est quelque chose de nécessaire pour la survie psychique de cette personne. Donc je me suis dit ça permet vraiment de rester humble et de se dire il faut vraiment alors quand on démarre, je pense qu'il y a beaucoup de sophrologues débutants qui nous regardent. Et c'est vrai que quand on démarre en tant que sophrologue, on a envie de travailler, on a envie d'avoir des Oui. clients, on a envie de... Moi, la première, hein, je voulais m'occuper de tout le monde, je voulais faire des séances de sophrologie partout, mais on n'est pas bien partout. On n'est pas le On est- meilleur sophrologue pour s'occuper de oui, tout le monde. Et des fois, bah, on n'est pas forcément au courant de ça. Hein, donc, il faut vraiment rester humble et pouvoir déléguer et pouvoir c'est dire, bon, ça. ça, voilà, ça, je sais pas faire. Je pense qu'il y a des sophrologues qui sont plus adaptés que moi enfin, plus armés que moi pour faire ça. Et voilà, je passe la main et c'est intéressant aussi de savoir que toi, tu fais partie des sophrologues vers qui on peut Mais déléguer. Enfin, voilà. en fait, c'est un petit peu le défaut de la qualité de la sophrologie. Parce que C'est la ça. sophrologie a tellement champ d'application qui est tellement large que Exactement. quand on se lance, c'est très difficile en fait hein, de se Mhm. dire est-ce que j'ai cette connaissance dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine. Et quand on fait des suivis dans lesquels on ne se sent pas compétent, alors moi je vais donner un exemple, hein, dans le cadre d'une grossesse, je ne me suis pas sentie compétente et ça fait baisser l'estime de soi. On Oui. se dit, mince, en fait, j'ai pas ma place. Donc, vaut Mhm. mieux déléguer et même rencontrer des sophrologues, et c'est ce que j'ai fait, voilà, les sophrologues autour de soi, ne pas avoir peur
nos confrères, nos consoeurs, bien au contraire. Mhm. Et même récemment, si Aurélie est par là, elle m'a envoyé quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires, parce qu'elle a reconnu Mhm. elle-même ne pas, voilà, ne pas pouvoir le faire. Comme moi, j'enverrais pour la périnatalité, pour Mhm. les acouphènes. Les Mhm. acouphènes, c'est pas du tout, j'y connais rien du tout. Mhm. Donc, et, et c'est vrai qu'il faut rester humble et être en phase. On est un petit peu dans le syndrome de l'expert, un petit peu sur Internet, sur les réseaux sociaux. On veut se montrer absolument expert en tout, Mhm. mais on ne rend pas service aux personnes qu'on accompagne et on ne se rend pas service à soi. Parce Oui, que, et même complètement. à la sophrologie non plus, Complètement. parce Et que alors, j'ai un petit, je sais pas si. Oui, j'ai eu une petite coupure, donc je sais pas ce que tu as dit là, les 30 dernières secondes. je te disais en fait, on ne rend même pas service à la sophrologie, parce que si on ne Mhm. sait pas accompagner, la personne qui va sortir de notre accompagnement va dire bah, la sophrologie, tout le monde en parle, mais c'est nul en fait. Oui, 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 tout à fait. Mais C'est on a pas une responsabilité efficace. collective face à la sophrologie, face à nos confrères, consoeurs. Voilà. C'est pas efficace pour la personne. Nous, on se sent pas bien. Je pense que ça appuie sur le syndrome de l'imposteur parce que déjà, si on se sent pas très à l'aise et qu'on fait un accompagnement où on a l'impression qu'on n'apporte pas grand-chose à cette personne, bah, on va se sentir encore plus imposteur qu'avant, hein, si Et on puis, a une petite tendance à manquer de confiance. Donc effectivement, et ça permet de faire une transition parfaite avec donc la dernière partie de ce live, puisque justement, je voulais te poser la question sur le choix de la spécialisation. Alors, en tant que sophrologue, c'est ce que tu disais il y a quelques instants, on est très généraliste, entre guillemets, on n'est pas obligé de se spécialiser en plein de choses, hein. Le sophrologue qui a fait une formation initiale uniquement, il est déjà capable de faire pas mal de choses, d'accompagner pas mal de publics. Mais il y a certains publics comme les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et d'autres, où il est nécessaire d'avoir une meilleure connaissance pour pas faire n'importe quoi. Et alors toi, tu as fait le choix évidemment de faire cette formation complémentaire auprès de Coralie, j'oubliais chaque oui, fois. Mais au-delà de ça, tu as fait le choix aussi, et tu disais tout à l'heure, tu parlais du syndrome de l'expert par opposition au syndrome de l'imposteur, où on peut effectivement parler un peu de tous les sujets, hein, avec la sophrologie, mais toi, tu as fait le choix contraire, qui est le choix de spécialiser ta communication. c'est ça. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est ce que proposent un peu aujourd'hui les experts de communication. Alors, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, on n'est pas obligé de suivre, hein, mais j'ai fait il y a quelques mois pas mal de vidéos. Je ne sais pas si certains ont dû regarder avec l'agence Elona, hein, donc c'est deux filles qui sont spécialisées en communication, et elles disent plusieurs fois que, et ils ne sont pas les seules à le dire, hein, que pour se démarquer, justement, il y a beaucoup de sophrologues, pour sortir du lot, plutôt que de parler de grossesse, acouphènes, enfants, blablabla, de axer sa communication sur le domaine dans lequel on est à l'aise, dans lequel on sait qu'on peut apporter des choses. Et c'est le choix que tu as fait. Et beaucoup de sophrologues peuvent entendre ça et se dire, ah non, mais moi, je vais pas le faire parce que j'ai peur. J'ai envie de gagner ma vie. Et ça se comprend, hein, comme raisonnement. C'est assez contre-intuitif de se dire, je vais avoir plus de clients parce que je vais parler uniquement d'un seul sujet plutôt que, voilà. On a l'impression que plus, si on parle de tout, on va avoir plus de clients. Et alors, toi, tu as vécu l'expérience et donc j'aimerais que tu nous parles de ça. Comment Alors, moi, j'ai commencé à parler un petit peu de tout, un petit peu comme tous les sophrologues. Et donc, je me suis fait coacher. Donc, je le disais que j'étais spécialiste de l'anorexie, hein. J'avais commencé juste avec l'anorexie. Et quand je me suis fait coacher sur ma communication, on m'a fait clairement comprendre que c'était pas cohérent que je parle de grossesse, que je parle de sommeil, que je parle. D'accord, donc toi-même, tu es coaché et quelqu'un t'a Oui. dit Et donc j'ai fait ce choix et je regrette pas pour plusieurs raisons. Alors déjà, c'est un gain de temps par rapport à sa communication parce que comme on disait, la sophrologie, il y a un champ d'application qui est tellement vaste. Voilà, c'est de quoi je vais parler aujourd'hui. Oui. Et deuxième chose, je me rends compte en fait que ça ferme pas du tout des portes parce que
Alors, sur les réseaux sociaux, les gens viennent, je pense, me voir parce que pour les troubles alimentaires, mais dans la vie autour, ça ne m'empêche pas de communiquer quand je vais voir des prescripteurs, quand je parle aux parents, quand je vais chercher mon fils, voilà, on n'est pas non plus limité qu'aux réseaux sociaux. Il y a d'autres moyens de faire comprendre qu'on fait autre chose. Mais ça aide aussi à avoir un positionnement clair quand on va voir quel médecin je vais aller voir aujourd'hui. Avec les troubles alimentaires, je vais aller voir des nutritionnistes, je vais aller voir des diététiciens. Ça facilite franchement le travail de communication et le positionnement. On montre qu'on sait de quoi on parle quand on va voir un médecin quelconque et qu'on parle de troubles alimentaires et qu'on a quelques notions. Oui, c'est ça. Parce que du coup, à chaque fois que tu vas t'adresser à un interlocuteur, tu es sûr de ce que tu dis parce que forcément, tu as fait une spécialisation dans ce domaine. La plupart, j'imagine, des personnes que tu suis sont là pour les troubles du comportement alimentaire. Du coup, cette expérience te permet d'être encore plus experte. Et donc, tu te sens finalement très à l'aise pour parler de ça parce que finalement, c'est un sujet que tu connais bien, aussi bien par l'apport connaissance de la formation, mais aussi par ton expérience de sophrologue. C'est ça. Donc, finalement, tu te sens à l'aise pour parler de ça, quoi. Et le médecin généraliste, par exemple, aura toujours en tête qu'on est sophrologue et peut envoyer tenez, je connais une sophrologue, vous avez des troubles du sommeil, allez voir. C'est ça. Ton nom va ressortir plus facilement que le sophrologue qui a compris tout le monde. Et ce qu'elle disait aussi, les filles de l'agence Elona, je ne sais pas si toi, tu as cette impression-là, c'est que, bon, comme il y a beaucoup de sophrologues maintenant un peu partout, enfin, moi, en tout cas, je suis en région parisienne, donc il y en a dans ma rue, il y en a trois. Quand tu es spécialisé, alors, on a tendance à aller voir le sophrologue qui est plus près de chez soi. Mais quand on a une problématique, et si je sais qu'il y a un sophrologue spécialisé, qui n'est pas forcément dans ma rue, mais qui est à 10 kilomètres, je peux y aller parce que j'ai une raison pour franchir ces 10 kilomètres et pour aller loin, entre guillemets. Évidemment que je ne vais pas aller en Belgique, mais il y a des personnes qui vont venir d'un peu plus loin pour te voir. Est-ce que tu fais cette expérience? En fait, quand on y réfléchit, les personnes qui viennent nous voir, est-ce qu'elles connaissent réellement la sophrologie? Est-ce qu'elles viennent pour la sophrologie? Non. Non, je n'ai pas l'impression. Elles viennent parce qu'on peut résoudre un problème très spécifique. Donc, si elles voient sur le site internet qu'on est spécialisé dans les troubles du sommeil, dans les acouphènes, etc., elles vont venir nous voir parce qu'on est spécialisé, enfin parce qu'on a ce plus, qu'on peut répondre à cette problématique. Et quand on leur demande, est-ce que vous savez ce que c'est la sophrologie? Non, pas spécialement, mais elles sont quand même là en fait. Donc c'est que quelque part on répond à leurs problématiques et j'ai envie de dire elles s'en fichent comment en fait. C'est ça. Personne vient me voir parce que j'ai envie de faire de la sophrologie. J'ai un problème et je cherche une solution. C'est ça. Et est-ce que tu l'as dit rapidement? Est-ce que pour autant, il y a des personnes qui viennent te voir aussi, malgré le fait que tu axes ta communication sur les troubles du comportement alimentaire? Est-ce que pour autant, il y a des personnes qui viennent te voir pour le sommeil? Est-ce qu'il y a des... Oui, j'ai fait plusieurs autres accompagnements. Les personnes que j'accompagne le plus, ce sont les personnes qui ont des troubles alimentaires. Mais j'ai fait, d'ailleurs, je connais mes limites grâce à ça. Maintenant, les suivis de grossesse, j'ai plus envie d'en faire. Dans les acouphènes, je n'y connais rien, donc je ne veux pas en faire pour le moment. Mais j'ai eu troubles d'anxiété, troubles du sommeil, deuil. Préparation examen, j'ai fait d'autres accompagnements. Voilà, donc ça ne ferme absolument pas les portes, quoi. C'est juste. Non. Ok. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait prévu de parler. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions-réponses? Donc, si vous avez des questions, c'est le moment d'activer vos petits doigts. Pour poser des questions à Najwa. Est-ce qu'avant de passer aux questions-réponses, tu as envie de rajouter quelque chose? Je pense avoir fait à peu près le tour. Il y a certainement des choses que j'ai pas dites et qui reviendront après.
Évidemment, comme je l'ai dit au début, on est loin d'être sur un live exhaustif. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir déjà une meilleure idée pour les personnes qui ne connaissent absolument rien, d'avoir déjà une idée un peu plus claire de ce que c'est, de comment ça fonctionne et quelles sont les limites de la sophrologie aussi. J'avais quelques questions parce que j'avais ouvert ma boîte à questions donc cette semaine avant qu'elles arrivent ici les questions et j'avais donc quelques questions qui sont arrivées, dont l'adaptation aux enfants. Est-ce que tu travailles avec des enfants qui souffrent de troubles alimentaires? Est-ce que voilà. Non. Alors, j'ai eu, et j'en parle dans l'atelier, j'ai eu qu'une seule demande depuis que j'ai commencé, d'une enfant de 6 ans. Alors, non, je ne prends pas parce que je ne saurais pas faire. Clairement, même si je suis spécialisée, voilà, il y a. Voilà. Alors, il y a deux personnes qui demandent, on l'a dit, mais on a dû le dire rapidement, auprès de qui tu as été formée. Donc, tu peux redire son nom, Alors, les personnes qui veulent venir me voir en privé peuvent aussi me demander Coralie de Grado. De Grado. Et si elles veulent se... Je pense que son Instagram, c'est pas son nom, prénom, hein, c'est autre chose. Non, c'est Kintsugi Thérapie. D'accord. Ok. Donc bon, si c'est pas clair, vous poserez la question. Oui, je vais mettre parce qu'il y aura un replay qui va être dispo. Donc je mettrai peut-être l'info. Si j'oublie pas, je vais noter. Coralie, comme ça vous aurez la réponse. Il y a quelqu'un qui avait demandé, bon, ça a déjà été plus ou moins répondu là, hein, mais il y avait une personne qui avait demandé aussi, est-ce que la sophrologie toute seule, est-ce que dans certains cas, la sophrologie toute seule pourrait venir à bout des troubles du comportement alimentaire? Pourquoi pas, mais ça me semble un peu utopique. D'accord. Mais rien n'est impossible. D'accord. Donc voilà, à voir au cas par cas. C'est au cas par cas. Oui. D'accord. Dans quel cas tu arrives à imaginer un cas où la sophrologie pourrait être suffisante? Assez improbable, j'ai l'impression. Oui, c'est assez compliqué. Ça dépend comment le trouble alimentaire est fixé, comment la chronicité, ça dépend de tellement de choses. S'il n'y a pas vraiment, entre guillemets, de pourquoi ça peut être possible, ça me semble quand même utopique. C'est possible, rien n'est impossible. Mais voilà, il faut poser la question à Coralie. Et comme on est très attaché à la notion de réalité objective, on va peut-être éviter de se mettre dans des situations pas objectives. Je vois, il y a quelqu'un qui écrit Coralie de Grado, il y a un T à la fin, je crois. Un T à la fin, oui. C'est ça, mais avec un T à la fin. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être aller dîner. Moi, pour ma part, ça m'a donné faim, tout ça. Alors, il y a une question qui arrive. Comment prendre en compte l'anorexie lorsque l'objectif est de suivi et de retrouver, alors, hospitalisé en centre? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Alors, il faut connaître l'anorexie. Il y a déjà dans la demande, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'ambivalence. Je viens pour la confiance en soi, mais je viens pas pour me sortir de l'anorexie. Alors, moi, je prendrais ce suivi parce que je connais très bien, alors je connais de l'intérieur de l'anorexie, puis je connais de par ma spécialisation. Est-ce que c'est le trouble alimentaire qui veut renforcer sa confiance en soi, en lui, ou c'est la personne qui veut renforcer la confiance pour guérir, pour aller mieux, donc voilà, qui veut renforcer la confiance en soi dans l'histoire. Donc encore une fois, à condition de bien connaître l'anorexie, moi je le prendrais cet accompagnement. D'accord, donc encore une fois, assez complexe pour. Parce qu'il faut vraiment savoir que le trouble alimentaire peut venir se nourrir de l'accompagnement, hein, psy, sophrologique, diététique, ce que vous voulez. Il peut venir se servir de l'accompagnement. Donc, pas tomber dans le panneau, entre guillemets, du trouble alimentaire. Quand tu dis se servir de l'accompagnement, est-ce que tu peux en dire plus? Ça voudrait dire quoi? Alors, j'ai un exemple très parlant. Alors, c'est dans une biographie d'une jeune fille qui souffre d'anorexie, qui est tombée dans l'anorexie, et sa mère
veut l'amener voir des psys, voilà, d'aller se faire traiter. Et elle accepte seulement un seul suivi, c'est le suivi diététique. Et elle explique pour avoir encore plus de notions de comment compter mes calories, comment. Donc vraiment, le trouble alimentaire, il peut. Alors, j'aime pas le terme manipuler, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Il peut vraiment venir se nourrir justement d'un suivi, il peut se nourrir de tout ce qu'il trouve sur son passage pour exister. Ça renforcerait le trouble au lieu de le… Oui. Je comprends. Il y avait une question, alors dans les questions là sur le petit point d'interrogation, mais je pense qu'on a déjà répondu, c'est est-ce que les enfants peuvent avoir ce genre de trouble? Donc la réponse est oui. Hein, il y a des enfants qui souffrent. Alors les enfants, bien sûr, ils peuvent, hein, et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais à ne pas confondre avec les troubles de l'oralité. Hein. Si vous avez des enfants qui ont un dégoût de tout, ne les forcez pas. Allez voir un orthophoniste, allez voir un ergothérapeute. Ça peut être des enfants qui ont une hypersensorialité des aliments, de la nouveauté. Hein. Il y a la néophobie alimentaire chez l'enfant, elle est normale. Hein. Ce qui est anormal, c'est que ça dure dans le temps et que ça devienne vraiment du rejet. Alors, voilà, et les personnes qui vous disent que c'est des caprices ou qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim, évitez ce genre de discours. Allez voir un orthophoniste si vous voyez que vraiment il y a du dégoût des aliments, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément de l'anorexie. Oui. Ok. Est-ce possible de traiter l'angoisse pour les TCA? Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'on fait, hein, justement. J'aurais dû peut-être en parler plus. Hein. Ce sont des personnes qui sont très, très, très angoissées de tout, angoissées de vivre, angoissées de mourir, angoissées de… voilà, on a typiquement avec l'anorexie la peur du débordement. C'est pour ça qu'elles se coupent de tout. Elles ont tellement peur que tout déborde qu'il n'y a plus rien qui doit passer pour… mais elles sont avides de vie, elles sont avides de manger, elles sont avides de vivre. Mais elles sont très, très angoissées de tout ça. Donc, vraiment, on travaille aussi sur ces angoisses en sophrologie plus. Il y a une question, mais je pense que ça, enfin, j'en sais rien, ça risque d'être un peu complexe à répondre. Audrey qui demande comment amener la personne à percevoir des ressentis corporels lors des séances. Je pense que c'est parce que tout à l'heure tu as dit que c'était quelque chose de très 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 difficile pour ces publics-là, qui sont notamment les anorexiques, qui sont très coupés des ressentis physiques. Je ne sais pas si c'est une question qui est facile à répondre. C'est pas une question très très simple, mais des débuts de ressenti, être déjà accueillir ce qu'elles ne ressentent pas, c'est être en accord aussi avec ça, être OK, prendre le temps, des petits ressentis, frotter les mains, qu'est-ce que ça fait déjà? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça… Déjà, c'est leur montrer que c'est un début de ressenti. Effectivement, donc de toute façon, tous les exercices de relaxation dynamique, c'est un peu ça. Hein, c'est par des gestes. Si on pense au premier degré, hein, c'est un pompage des épaules. On s'arrête et quand on s'arrête, on ferme les yeux et on essaie de se rendre compte en soi. Hein. Pas nécessairement pour chasser ou pour autre chose, mais tout simplement, j'ai fait un mouvement avec mes épaules et je m'arrête pour voir ce que ça fait. Donc, c'est des choses aussi simples que qui vont… Bon, c'est certainement beaucoup plus complexe, mais c'est pour ça d'ailleurs que tes accompagnements sont hyper longs. Ils sont pas hyper longs parce que c'est nécessaire, enfin, c'est ce qu'il faut, mais hyper longs par rapport à en mode thérapie brève avec un objectif SMART, etc. On est presque 19 heures. Est-ce qu'il y aurait des dernières questions? Alors oui, il y en a une là. Comment aider quoi? Alors, comment aider lorsque la personne anorexique est consciente de faire ça pour avoir de l'attention? Déjà, elle est consciente, c'est déjà un début.
Il y avait une question de Martine. En fait, alors, les personnes qui souffrent d'anorexie ont une conscience d'elles-mêmes qui est très floue, hein, qui sont beaucoup dans la dépendance affective. Donc déjà, quand on va travailler sur le fond, elles vont avoir de plus en plus conscience d'elles-mêmes, plus en plus connaissance d'elles-mêmes. Donc, elles vont avoir de moins en moins besoin que l'attention soit portée sur elles. Donc, ça va se résorber au fur et à mesure des accompagnements, psy, sophro, etc. D'accord. Il y avait aussi une question de Martine, du coup, pour une anorexique, ne pas lui parler de la maladie? Bah non, elle y pense déjà tout le temps. Donc, si elle peut peut-être préciser la question. Bah, d'après ce que je... Alors, oui. Alors, je pense, oui, on n'accompagne pas un symptôme, on accompagne une personne. Déjà, elles s'identifient vraiment, les personnes qui souffrent d'anorexie et de boulimie ont une identification très, très claire à leur trouble alimentaire. Donc, nous, on doit aussi ne pas les limiter qu'à leur maladie, si c'est la question. Donc effectivement, je pense que comme on a dit tout à l'heure qu'on va pas s'attaquer frontalement à la maladie, mais enfin puisque celle-ci est un symptôme et non pas la personne dans sa globalité. Donc je pense, enfin tu me corriges si j'ai tort, mais si j'ai bien compris, c'est pas que l'anorexie ou la boulimie devient un mot tabou, ou c'est pas des mots qui ne doivent pas être prononcés, c'est pas ça. C'est juste que effectivement cette personne elle est autre chose que juste une personne anorexique. C'est un peu quand on accompagne quelqu'un qui a des acouphènes ou qui a un cancer. Hein. Des fois, c'est tellement fort, c'est tellement ancré, ça dure depuis tellement longtemps que cette personne devient la clinique. Et du coup, c'est pas que c'est un mot tabou de parler de ça, mais c'est juste élargir sur le fait qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que l'anorexie. C'est l'approche centrée sur la personne. Donc, toujours Martine, pour les angoisses, ne pas lui parler de la maladie. Donc, ça, on vient de l'aborder. Et travailler à fond sur l'angoisse. Donc, je pense que c'est ça l'idée. Je ne sais pas si tu l'as entendu, Najwa. Pardon. Pour les angoisses, donc c'est toujours Martine. Pour les angoisses, ne pas lui parler de la maladie. Donc ça, on vient de l'aborder. C'est pas qu'il faut pas en parler, mais c'est qu'elle n'est pas que ça. Elle est déjà beaucoup focalisée, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Et travailler à fond sur l'angoisse. Donc il me semble, oui, que c'est ça. C'est ça. Ok. Bah écoutez, on va donc vous dire au revoir. Je te dis un grand merci, Najwa, pour ta présence ici, d'avoir permis de faire en sorte qu'on connaisse un tout petit peu plus, parce que comme on l'a dit au début, ce qu'on dit évidemment est très très loin d'être exhaustif, et voilà, c'est un sujet qui est très complexe. Comme on l'a dit, hein, en général, ces personnes-là sont accompagnées par différents professionnels, mais ça permet déjà d'être un peu plus clair, d'avoir une notion qui, à mon sens, est très importante, qui est celle de, voilà, le trouble est un symptôme et la personne en a besoin et on va pas lui enlever ce dont elle a besoin, en tout cas pas au début. On va se servir d'autres stratagèmes, entre guillemets, pour qu'elle-même vienne à bout. C'est des stratégies de survie et on ne peut pas du jour au lendemain, sinon la personne s'effondre. C'est ça, toute sa vie tourne autour de ça. Je trouve que c'est ça, s'il y a quelque chose, en tout cas pour moi qui connaissais pas grand-chose non plus, s'il y a quelque chose à retenir, c'est surtout ça. Donc il y aura un replay hein, pour ceux qui ont loupé des parties, voilà. Et je vais laisser sous la vidéo donc les coordonnées de Najwa, enfin les coordonnées, son Instagram, et aussi ceux de Coralie, donc pour que vous puissiez, si vous voulez, vous former auprès de la personne qui a formé Najwa. Donc, et si vous voulez vous former auprès de Coralie, vous pouvez, je peux vous parrainer pour. Voilà. D'accord, donc il y a un système de parrainage aussi. Donc allez voir Najwa peut-être pour en savoir. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour tout ça. Et s'il y a des questions, voilà, vous pouvez toujours poser des questions. Ça va être publié aussi sur YouTube. Merci Najwa, très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. À très bientôt. À très bientôt.